Comme ministre et comme député, il a beaucoup apporté au comté de Nicolet. Il a favorisé la venue de l'Institut de police, en plus de travailler à la création du parc industriel du centre du Québec à Bécancour. Monsieur Vincent, bonjour. Avant de parler de 73, on va revenir un peu avant 70. Vous n'étiez pas vraiment à l'aise avec le style de M. Bertrand, c'est ça? Non. Malgré qu'on l'appuyait, là, moi, je lui ai dit quelquefois, vous êtes un excellent administrateur, vous êtes bien vu, vous avez une bonne renommée, mais vous n'êtes pas un tacticien, vous n'êtes pas un stratégiste. Tu sais, avant de faire quelque chose, là, il faut sentir la population. Mais M. Bertrand, contrairement à M. Johnson, on fait des comparaisons facilement aujourd'hui, là, mais contrairement à M. Johnson, son bureau, il fallait qu'il soit nettoyé, les problèmes, il fallait qu'ils soient réglés, tandis que M. Johnson, lui, la politique, c'est l'art du possible. Tu sais, la politique, là, quelquefois, il faut laisser dormir des projets. Écoutez les solutions proposées. Réunir ces gens-là et trouver des moyens termes qui font l'affaire de tout le monde. Parce que M. Bertrand, c'était le bon citoyen. Quand M. Cournoyer, par exemple, qui est un gentil bonhomme que nous avions comme ministre, est allé voir M. Bertrand pour lui dire, M. Bourassa vient de me demander d'entrer dans son cabinet pour remplacer M. Laporte. M. Bertrand lui aurait répondu, c'est ton devoir. Mais je pense que M. Johnson aurait dit, M. Cournoyer, je n'ai pas compris tout à fait qu'est-ce que c'est qui est arrivé. M. Bourassa m'a offert d'aller remplacer M. Laporte. On venait de nous qualifier de plorine. Autrement dit, des gens qui ne valent rien. Puis là, on vient chercher une plorine parmi les 102. On n'a même pas trouvé ce qu'il fallait dans les 102 qu'il avait. On vient chercher une plorine pour remplacer un ministre qui vient de décéder. M. Johnson a dit, c'est drôle, M. Cournoyer, je ne comprends pas. Et là, M. Cournoyer, intelligent comme il est, il aurait compris que M. Johnson ne voulait pas l'entendre parler. Tandis que M. Bertrand arrive à mon bureau était dans un voisinage, et j'étais encore là. Il dit, Clément, je viens de rencontrer M. Cournoyer, et je lui ai dit que c'était son devoir. Ben, j'ai dit, c'est pas ce que M. Johnson aurait dit. Peut-être que je dévoile quelques secrets, là, mais tout de même, tu sais, c'est pas par mauvaise volonté, c'est par devoir qu'il a fait ça, M. Bertrand, mais pas par stratégie. Je pense que s'il avait réfléchi, il aurait fait autre chose. C'est-à-dire s'il avait réfléchi. Lui, dans son fort intérieur, c'était la meilleure chose à faire. Si M. Johnson ne l'aurait pas fait de cette façon-là. Est-ce que vous aviez vu venir la défaite de 70? Oui, comme plusieurs autres. À quoi vous avez attribué ça? Bien, cette division interne, on l'a connue en 60, on l'a connue en 62, en 66, ça s'est estompé, ça a donné la victoire à l'Union nationale, puis on l'a connue en 70, parce que déjà, il y avait des divisions. Et d'ailleurs, il avait seulement qu'à regarder, M. Cardinal est parti de son côté, un des garçons de M. Johnson est parti du côté de M. Cardinal, et ça s'est divisé comme ça. Dans mon comté, ça s'est divisé, mais moins, parce que dans mon comté, ma majorité a doublé quand même à l'élection de 70, parce qu'on me faisait confiance. Et je faisais attention pour ne pas mêler des cartes. Je n'ai pas pris position à ce moment-là pour ou contre M. Cardinal, pour ou contre plus pour M. Bertrand, mais j'avais des raisons de prendre position pour lui, parce qu'il était notre premier ministre, il était notre directeur, notre chef.
Et j'ai toujours pris position pour nos chefs, pour mes chefs. Est-ce que vous avez eu de la difficulté, comme Union nationale, de prendre votre place sur l'échiquier politique? Là, les libéraux étaient au pouvoir, vous étiez l'opposition officielle, mais de chaque côté, vous aviez les créditistes d'un bord et les péquistes de l'autre. Non, ça aurait été bien parce qu'on avait quand même une équipe de 17 députés, puis des députés compétents. Rémi Paul, Gabriel Loubier, Marcel Mars, et le reste, et tous les autres, des députés complétants. Mais seulement ce qui est arrivé, encore une fois, malheureusement pour l'Union nationale, et c'est ça qui a défait l'Union nationale, une autre convention est arrivée. Et cette autre convention qui a mis en place comme candidats M. Loubier et M. Mars, 2 députés de l'intérieur du parti, qui avaient la confiance des collègues, bien, ça a fait un autre guerre. Et ça a été la 9e séparation de groupes à l'intérieur sans jamais avoir réglé les problèmes d'avant. Ça, c'est encore une autre chose, ça, qui a déplu aux électeurs, qui a déplu également, qui a plu plutôt aux libéraux, parce que, tu sais, pour régner, il faut diviser. Et on réussit à nous diviser. Et quand est arrivée l'élection de 1973, bien là, c'était un référendum. Avant l'élection de 1973, M. Loubier a essayé de donner un nouveau souffle. Oui, l'Union nationale, c'était l'Union nationale. On aurait pu garder ce nom-là, mais les conseillers avaient décidé autrement. Ils ont convaincu M. Loubier, et M. Loubier nous est arrivé avec ce projet-là qu'il nous a présenté à la députation, avec sincérité. Il a expliqué son affaire. Puis après les explications, bien, on a accepté. Mais il a fallu revenir à l'Union nationale quelque temps après. Mais c'est là que les élections ont été déclenchées. Nous avons tous été défaits. Mais je pense qu'on aurait été mieux de changer. Il a fallu rechanger le nom, d'abord, avant les élections. Fait que déjà, dans la population, c'était marchez-vous à gauche, marchez-vous à droite. Fait que les libéraux ont eu beau jeu. C'était leur devoir, leur stratégie, c'était de faire ça. Je ne les blâme pas d'avoir usé cette stratégie-là. Ils sont arrivés en élection, ils ont dit, écoutez, qui vous dit qu'un vote pour l'Union nationale ne sera pas un vote pour la séparation du Québec? Fait que là, on dit, si vous voulez demeurer fédéraliste, votez libéral. Puis, je vous dis que j'ai de mes amis qui ont voté libéral, qui sont venus nous dire le lendemain de l'élection, puis sur le lendemain, c'est pas contre toi, on a voté. On a voté pour demeurer dans la Confédération canadienne. Ça, tu ne vas pas les blâmer. Ils ont pensé à leur affaire, puis c'était ça. Puis j'étais défait. Alors que même les journaux, les plus grands bons de la presse me déclaraient gagnant. Puis moi, réellement, je pensais, réellement, le soir, c'est-à-dire une semaine avant les élections, je pensais, moi, qu'il y aurait Loubier, moi, peut-être un candidat dans le Lac-Saint-Jean qui serait élu. 3. Mais la veille des élections, quand je suis revenu chez nous, avant d'aller voter le matin, mais le soir en revenant, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, demain, je vais annoncer ma défaite aux mains de M. Fauché, qui est un excellent bonhomme. Il va gagner l'élection dans Nicolette. Parce qu'on le sentait. Parce que déjà, des organisateurs, mon chef organisateur n'a pas voté libéral, mais il m'a dit qu'il avait reçu des téléphones la veille des élections disant, écoute, tu sais qu'un vote contre les libéraux, c'était un vote contre les fédéralistes. Donc, mon organisateur m'a appelé, on s'est vu, puis il m'a dit, ces téléphones-là se font au niveau de tout le comté. Et tu perds beaucoup de votes à cause de ça, plusieurs votes à cause de ça. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. Après avoir été élu avec de très grandes majorités, j'ai été défait avec une très grosse majorité, parce que les gens ne voulaient pas, à ce moment-là, séparatistes. C'était une élection référendaire. C'était une élection référendaire à son juste milieu. Et quelles leçons vous avez tirées en analysant cette défaite, la disparition de l'Union nationale? Quelles leçons vous en avez tirées pour les élections
suivante, celle de 1976. Bien, voici, c'est qu'en 1973, nous n'avions plus personne. Là, il fallait trouver une façon de jongler une façon de reprendre pied en politique. Et moi, chez nous, en pensant à ça, je me disais, qui serait le meilleur bonhomme qui aurait assez d'enthousiasme, connu à travers le Québec, qui pourrait prendre la direction de ce parti moribond, qui est l'Union nationale. J'ai pensé à Maurice Bellemare. On était quand même voisins de comté, de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du fleuve. Et là, on s'est parlé. Puis, à ma grande surprise, M. Bellemare, qui était retraité avec une bonne pension, me répond, il dit, sais-tu, Clément, il dit, je m'ennuie ici, moi. La seule chose que je fais d'utile, là, quand Blanche passe la balayeuse, lève ton pied droit. Je lève mon pied droit. Lève ton pied gauche, je lève mon pied gauche. C'est la seule chose d'utile que je fais pour aider ma femme. Fait qu'il dit, je m'ennuie de la politique. Sais-tu, il dit, si c'est là votre désir, la majorité des députés, je suis prêt à servir à titre de chef intérimaire de ce parti que M. Duplessis a créé, parce que M. Bellemare, même s'il y a eu des conflits avec M. Duplessis, est un ardent défenseur de l'Union nationale et supporter de Maurice Duplessis. Fait que là, M. Bellemare est venu à Québec, il a été désigné comme chef intérimaire. De rien, en fin de compte. On va dire comme M. Rousseau, l'ancien ministre libéral, quand je l'ai rencontré aux élections de 1976, l'Union nationale, c'était devenu une valise, un suitcase avec des papiers dedans. Mais il n'y avait rien. Tu perds la députation à l'Assemblée nationale, tu perds 95 de ton pouvoir. Fait que là, j'étais en vacances au Nouveau-Brunswick, à l'île du Prince-Édouard plutôt. J'apprends par la radio que M. Boutin, un député libéral de Sherbrooke, obligé de démissionner, puis qu'il y aurait des élections complémentaires dans Johnson. Tout de suite, par un téléphone, j'appelle M. Bellemare. J'ai dit, il faut présenter un candidat dans Johnson. Oui, je pense pas. Il dit, écoute, là, les libéraux viennent de prendre le pouvoir avec 102 comtés. Penses-tu qu'on est capable? M. Bellemare, il faut présenter un candidat dans Johnson. Il faut s'unir. Il faut tester notre puissance ou de ce qui reste de notre puissance. Puis vous seriez le candidat idéal. Oh! M. Bellemare n'a jamais accepté une défaite. Donc, on s'est parlé 1 heure de temps au téléphone. Ah, il dit, Clément, il dit, écoute, il dit, on va convoquer une assemblée des organisateurs de Johnson, dimanche à Sainte-Hélène. Il dit, vas-tu être revenu? J'ai dit, oui, je vais revenir le plus vite possible. Il dit, on va convoquer, on va demander aux organisateurs de se reparler entre eux, puis de convoquer une réunion à Sainte-Hélène, dans la salle Sainte-Hélène, réservage, la salle. Et c'est là que M. Bellemare a annoncé, si c'est votre désir, vous allez faire signer des requêtes. Puis tout dépendra du nombre de requêtes que vous allez obtenir, de noms que vous allez obtenir, je prendrai ma décision. Ah, vous comprenez bien que les gens sont sortis de la salle enthousiasmés. Les militants de l'Union nationale de toujours, ils en ont fait signer des noms pour que M. Bellemare se présente. Et quand ils ont donné le résultat à M. Bellemare a dit, j'y vais. Et c'est là que la convention a eu lieu à Actonville. Et c'est là que la liste de 2000 signatures de son bulletin de présentation, la liste de 2000 signatures a été ajoutée au bulletin de présentation. Et M. Bellemare est devenu candidat. Et moi, j'avais dit à M. Bellemare, comme je travaillais indirectement pour lui, là, comme conseiller, je lui avais dit, j'ai dit, là maintenant, moi je vous garantis une chose, tous les anciens députés ministres de l'Union nationale vont venir travailler dans le comté. Puis, croyez-moi ou non, là, ça va être un plaisir pour eux de venir.
parce qu'ils ont une revanche sur le cœur. Fait que tous les députés ont accepté de venir prêter main forte et nous avons gagné l'élection dans Johnson. Et c'est ce qui nous a donné une place à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui nous a permis, moi, de devenir directeur général de l'Union nationale, de devenir organisateur en chef de l'Union nationale, de préparer la Convention avec la promesse que M. Bellemare ne serait pas candidat, de préparer une Convention où nous avons eu des candidats, Tétrault, Biron, Neveu, Leboeuf. Et la Convention a été gagnée par M. Biron. Et là, au bureau de l'Union nationale, nous avons organisé tout le programme politique en l'espace de quelques mois, tournée du Québec avec la fusion des deux partis créditistes présidentiels et Union nationale, qui nous permettait d'avoir reconnu à l'Assemblée nationale, parce que la récupération des votes nous permettait d'avoir des remboursements dans tous ces comtés de dépenses électorales. C'était déjà un gros point. Et au soir des élections, là, après avoir fait le tour des comtés avec Phil Cossette, qui est un organisateur créditiste, fait le tour du Québec, la grandeur du Québec, puis on arrivait dans les assemblées politiques. Bon, on voyait encore des partisans de M. Duplessis, des partisans de M. Sauvé, des partisans de M. Barrette, des partisans de tous les chefs passés qui n'avaient pas réglé leur succession avant de mourir, qui cherchaient à assassiner ou à se donner raison. Puis nous, on est obligés de calmer, de dire, écoutez, c'est pas ça, là. On ne vient pas discuter des antécédents, on vient discuter de l'élection future qui s'en vient. Et savez-vous qu'on misait sur une vingtaine de comtés, mais nous en avons gagné 11. Plus plusieurs comtés, nos candidats sont arrivés en deuxième position. Et au moins 23 autres comtés où nous avons eu les remboursements des dépenses électorales. Fait qu'en fin de compte, nous sommes devenus un parti reconnu à l'Assemblée nationale en 1976. Mais cette campagne-là n'a pas été facile. Là, non. Moi, j'ai dit... on avait vécu l'expérience de 1973. Là, en 1973, pour toutes sortes de raisons, sans dire d'où ça vient, là, mais il fallait attaquer le Parti québécois. Il fallait attaquer le Parti québécois. Je disais, moi, écoutez, sur le plan stratégique, là, c'est le gouvernement qu'il faut battre. C'est le gouvernement qui se bat. Le Parti québécois, c'est un parti d'opposition. On n'a pas d'affaires. Et combien de fois je recevais des téléphones comme directeur général ou organisateur? Oui, mais là, il faudrait avoir un conférencier qui viendrait à la télévision ou à la radio s'attaquer au Parti québécois, dire ce que le Parti québécois représente pour nous. J'ai dit non, c'est inutile, ça. C'est pas ça notre devoir. Notre devoir, c'est de prendre place en face de nous, là. C'est l'opposition au gouvernement et non pas l'opposition au Parti québécois, qui est un autre parti d'opposition. Fait que c'est pour ça qu'on est allé chercher des votes anglais, des votes français, dans toutes les régions du Québec, à Montréal, à Sherbrooke, dans le Bas-Saint-Laurent, dans le centre du Québec. On est allé chercher des votes, mais tout le temps, nos adversaires, c'était les libéraux. Et même les libéraux savent faire des élections. De temps en temps, nous avions des téléphones des libéraux. Si vous frappez trop fort dans telle région, c'est le Parti québécois qui va prendre le contrôle de la région. Moi, je leur disais non. Si vous ne nous libérez pas de certains candidats là, dans telle région, là, on ne gagnera pas le comté. Mais si vous libérez un tel qui déjà travaille au ministère, là, dans un des ministères, là, on est à peu près certain de gagner. Prenons le comté de Shawinigan avec Philippe Demers. Puis j'ai dit, si on ne gagne pas le comté, vous allez tout perdre des autres comtés autour. Tandis que là, on aurait au moins un, peut-être deux, dans ce comté-là. Mais M. Brière, qui est un gentil bonhomme, avec qui je discutais de temps en temps, s'est aperçu de l'erreur. C'est-à-dire pas de l'erreur, qui aurait aimé ça qu'on embarque contre le Parti québécois comme on avait fait en 1973. On ne l'a pas fait. Est-ce que c'était facile de concilier
tout ce nouveau monde dans l'Union nationale en 1976? Ah oui, ça c'était un gros travail, ça, parce que les traces des conventions précédentes étaient toujours là. Puis si on cessait de dire aux gens, là, laissez donc ce qui est passé, passé. C'est l'avenir qui nous intéresse. Si on ressort des vieux sentiments entre Johnson, Bertrand, entre Sauvé, puis les autres, si on ressort ça entre M. Loubier, M. Mars, oui, mais si on avait choisi M. Mars en telle année, ou M. Cardinal en telle année, ou M. Bertrand en telle année, ça aurait été bien différent. Non. Ce qui a été différent, c'était cette unité par la suite qui s'est créée. Parce que mon père disait toujours, lui, puis j'aimais ça, les remarques de mon père, mais s'il n'y avait aucune instruction, « Tout royaume divisé entre eux là, va périr. » C'est exactement ce qui arrivait. C'est une vieille phrase de l'Évangile, tu vas me dire. Mais mon père disait ça souvent. Soyez bien attentifs, on travaille ensemble. Si on se divise, on perd. Mais après ce regain de l'Union nationale en 1976, vous avez décidé de quitter la politique. Pourquoi? Oui, parce que, écoute, de 1974 à 1976, ce ne fut pas facile. Je l'avoue, là. Il a fallu souvent éviter de se choquer, éviter de... Parce qu'il y avait toujours cette tension qui existait. Il fallait toujours que tu fasses l'élastique entre ces tensions-là pour éviter que la guerre prenne, là, que les chicanes se continuent. Parce que je vous dis que c'est dur dans un parti politique. Quand nos partisans chialent tout le temps, il serait mieux de s'en aller dans l'autre parti. Au moins, on serait critiqué par les libéraux. Mais quand c'est un des nôtres qui nous chiale, qui nous critique, ça, c'est dur à traverser. Bien, c'était un peu ce que nous avions. Mais c'est épuisant faire de la stratégie politique. C'est ça, justement. C'est très épuisant parce qu'il y a toujours des contradictions. J'avais des candidats, par exemple, qui m'envoyaient des mémorandums. Il faudrait faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Moi, je prenais le téléphone, je leur disais, écoutez, monsieur, il n'aimerait pas, là. Commencez par gagner votre comté. C'est ça qui est important. Pour nous autres, là, l'organisation, c'est que vous gagnez votre comté. Pas que vous nous disiez quoi faire, mais nous, on pense le savoir quoi faire, mais vous gagnez le comté. Puis on a d'excellents candidats qui ont été défaits à cause justement de ça. Ils ont voulu se mêler à l'organisation centrale pour nous dire quoi faire. En 1978, vous acceptez une nouvelle fonction, directeur adjoint du financement des partis politiques. C'est un poste tout à fait nouveau, une fonction tout à fait nouvelle, mais c'est un peu une fleur que vous ont fait vos ex-collègues de l'Assemblée parce que ça vous a été nommé par l'Assemblée nationale. Oui, et je peux dire aujourd'hui que ça a été probablement une des plus belles récompenses politiques que j'ai reçues. C'est quand M. Biron m'a téléphoné, j'étais en Floride, il m'a dit, j'ai consulté les autres formations politiques, ils sont tous d'accord, même si j'ai été très partisan, mais j'ai toujours eu des amis dans toutes les formations politiques, ils sont tous d'accord pour que tu acceptes le poste de directeur général adjoint du financement des partis politiques, qui est un poste de surveillance des dépenses électorales. Tu vas avoir le nez dans les livres de tous les partis politiques, de tous les candidats. Et ceux qui sont déjà habitués avec la loi électorale telle qu'elle existe au Québec, les dépenses électorales, ça va être relativement facile. Mais il y a des nouveautés, là, comme par exemple les responsabilités des responsables des circonscriptions électorales. Ils ont de très grandes responsabilités. Fait que là, M. Lévesque a fait une proposition en chambre. J'ai eu, même, c'est manquer d'humilité de le dire, mais des éloges de M. Lavoie, qui était représentant de l'opposition, de M. Burns, qui était le leader parlementaire, de M. Fabien Roy, qui est un ami personnel, mais qui a quand même, au nom de son parti, fait un peu de mes éloges, de M. Bellemare.
Et en fin de compte, le vote s'est pris, ça a été unanime, pas un seul vote. Et habituellement, de telles choses se présentent après le décès d'une personne politique, même s'il y a eu beaucoup d'adversaires, là. Et j'ai accepté la responsabilité. Mais je n'avais jamais pensé que je serais encore au bâton pendant un bon bout de temps. Parce qu'imaginez qu'il arrive une élection, ou le référendum, puis que les députés de l'Assemblée nationale, les ministres de l'Assemblée nationale, veulent avoir un renseignement au financement des partis politiques. Quelle est la personne qu'ils connaissent? Quelle est la personne qui a de l'expérience? Tu sais, ce soir, on s'en va faire une assemblée au Lac-Saint-Jean. Est-ce que telle chose est une dépense électorale? Ils ne veulent pas de réponse le lendemain ou le surlendemain ou dans une semaine. Ils veulent une réponse tout de suite. Ça fait que moi, du mieux que je peux, avec les connaissances que j'ai, avec la connaissance que j'ai de la loi, je suis en mesure de leur répondre. Et je leur réponds tout de suite. Mais aussi au plan provincial, il y avait l'arrivée du référendum. Ça aussi, c'était nouveau. Vous étiez dans des fonctions nouvelles, une institution nouvelle. Est-ce qu'il y a eu des ajustements, je ne sais pas, mais de l'arbitrage à faire dans vos décisions? Oui, puis, mais nous, on jouait, comme le dirait M. Bertrand autrefois, à visière levée, tu sais. Moi, je me souviens, j'avais souvent des appels de l'agent officiel du Parti québécois, du Parti libéral, je peux même les nommer, où on me posait des questions sérieuses, puis où on devait répondre sérieusement. Non, on n'a pas eu de difficulté au niveau du Québec. Les quelques difficultés qu'on a pu avoir, ça a été de contenir le fédéral. Parce que c'était pas limité, le fédéral, par la loi. Ça s'appliquait seulement qu'au Québec. Mais ça, on a réussi quand même à discuter avec eux, puis avec le directeur général des élections à Ottawa, qui était un de mes amis, d'ailleurs, M. Hamel, pour tempérer. Et je pense que ça s'est assez bien réalisé en 1980. En 1983, vous n'acceptez pas de renouvellement de mandat, vous quittez la politique pour de bon. Et vous êtes encore jeune à ce moment-là, 52 ans. Pourquoi quitter encore quand vous aviez de l'énergie pour continuer? Bien, M. Bédard, qui était le ministre de la Justice à ce moment, m'avait offert de venir à Québec comme fonctionnaire, au même salaire. On avait le salaire des juges. On n'avait même pas le droit de vote, nous, là. On avait le salaire des juges. Enfin, j'ai eu une bonne discussion avec mon épouse. J'ai dit, tous nos enfants sont placés. Ils ont tous de très bonnes occupations. Ils gagnent plus d'argent qu'on peut en gagner. Chacun d'eux gagne plus d'argent qu'on peut en gagner. Donc, quel est notre but? On n'a jamais vécu ensemble. Ça fait 36 ans que je fais de la politique active. Là, je vais être obligé de m'acheter une maison à Québec, d'avoir encore 2, 3 voitures. Fait que la décision s'est prise, puis j'ai rencontré M. Bédard, je l'ai informé que je préférais refuser toute offre aussi généreuse que le gouvernement m'offrait. Parce qu'il m'aurait donné un poste à l'endroit où j'aurais voulu, au niveau du gouvernement. Et je n'ai jamais regretté, nous n'avons jamais regretté cette décision que nous avons prise, même si j'avais seulement 52 ans. Et bien content de votre décision. Bien content de ma décision, puis surtout mon épouse. Je vous remercie, M. Vincent. Merci beaucoup, M. Barret.